suis un petit peu ému parce que c'est la première conférence qu'on peut organiser cette année. C'est un vrai plaisir d'ouvrir le bal avec Olivier. Olivier que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est bien entendu le fils de son père. C'est déjà beaucoup quand on connaît le personnage. Je l'ai vu tout à l'heure. Il me parlait de sa 105e ascension du Mont Bolt. C'est toujours impressionnant. Donc non seulement le fils de son père, mais en tout cas moi quelqu'un que j'apprécie beaucoup à titre personnel, mais surtout à titre professionnel, puisque même s'il n'aime pas utiliser l'expression historien, il préfère enseigner en histoire. Je suis pas le seul d'ailleurs à penser qu'il contribue très largement à une meilleure connaissance de ce pays, à une meilleure même interconnaissance. Et on a pu juger de la qualité de son travail ici même, puisqu'il était venu nous gratifier de 2 conférences qui ont été très appréciées en 2013 et 2014, concernant une personnalité, et pas des moindres, puisqu'il s'agissait de Maurice Lenormand. La partie jeunesse dans un premier temps, il y avait une telle demande que l'année suivante, il avait remis le couvert. En 2015, il avait aussi évoqué, lors d'une conférence intitulée « Événements ou guerre », donc une partie plus récente de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et là, il a choisi de repartir un petit peu en arrière pour un sujet essentiel. Une circulaire, alors il a mis circulaire Messmer entre guillemets, parce que vous verrez dans son exposé que ce document, je ne sais pas comment il faut l'appeler d'ailleurs, je ne dévoile rien, pour l'instant porte ce nom-là, mais peut-être qu'à la fin de cette intervention, il en portera un autre. Je vous laisserai découvrir tout ça. Il y a beaucoup de surprises ce soir. Vous avez reçu une enveloppe. Alors le mystère demeure, il ne s'agit pas d'une loterie, mais c'est, selon les vœux du conférencier, quelque chose qui sera utile à un moment donné de son intervention. Alors vous avez peut-être vu devant la salle CCA quelques documents donc, qui sont issus des travaux qu'il a pu mener au fil des années. Ces documents sont disponibles à la médiathèque du Centre culturel, évidemment, qui propose ce soir ces rencontres de la médiathèque. Conférences qui sont enregistrées, comme elles le sont depuis des années, et donc disponibles ensuite en audio sur le site www.adck.nc, catalogue de la médiathèque et publications multimédia. Je voudrais juste préciser, alors sans le mettre en difficulté, que le responsable de Calédonia est là ce soir, donc je parle en sa présence. Traditionnellement, ces conférences sont aussi captées et étaient diffusées à la fois sur l'antenne de Calédonia puis sur YouTube, bon, pour des raisons budgétaires qui sont bien au-delà de ce que vit Calédonia. J'aurais tendance à dire ça pour le milieu culturel dans son ensemble. Pour l'instant, c'est mis en sommeil. Je pense que c'est une expression qui convient. J'espère qu'on pourra rétablir ce partenariat à un moment donné. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'auraient pas pu vous accompagner, on va dire, je pense lundi, elle sera disponible en audio pour tous. Et puis ma foi, si la conférence a du succès, peut-être qu'elle tournera, qui sait, en province nord ou ailleurs. Voilà, alors bien évidemment, au terme de cette conférence, vous avez tout loisir de débattre avec le conférencier, c'est un petit peu le principe de ces échanges. Donc on sera deux, de part et d'autre de la salle, avec un micro pour qu'on puisse entendre vos questions. Voilà, on était déjà en retard, donc je ne vais pas être plus long. Il a beaucoup de choses à vous dire. Je vais laisser monsieur prendre place. Et puis je laisse ce micro pour peut-être une intervention supplémentaire de quelqu'un à un moment donné. Je vous laisse la surprise. Merci encore à vous d'être venus. C'est toujours un plaisir de voir la salle CCA remplie comme ceci. À tout à l'heure. Bien, bonsoir. Alors on a changé le programme. Hein. On ne vous a pas prévenu. Veuillez nous en excuser. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Circulaire Messmer, lettre de Pierre Messmer, politique Messmer. Lorsqu'en Nouvelle-Calédonie, vous prononcez ces groupes de mots, vous faites immanquablement référence à une période, celle du boom du nickel, à un homme politique,
le Premier ministre du gouvernement français, Pierre Messmer, et à une volonté, celle d'une opération de peuplement de la Nouvelle-Calédonie. Grâce à des recherches aux archives nationales, nous sommes en mesure aujourd'hui de vous présenter les coulisses de ce fameux document, dont les contours et le contenu ont provoqué invariablement, chez les autonomistes calédoniens de l'époque du boom, comme chez les militants indépendantistes, une confusion des sentiments à l'égard de l'État, quand il mobilise ses multiples leviers de commandement et de pouvoir pour servir une politique, une cause, un dessein. Ce que, jusqu'il y a peu, nous ne savions pas, c'est que ce texte, qui émane de l'entourage politique de Pierre Messmer, comme nous allons le voir, n'est pas resté une incantation, une lettre morte, un vœu pieux. La volonté de peuplement qu'il promeut et encourage a été mise en œuvre. Entre 1971, année de sa création, et 1984, année de sa dissolution, une association a été créée pour en assurer la partie opérationnelle. Le CIPENC, l'acronyme pour Centre d'information et de promotion de l'emploi en Nouvelle-Calédonie, c'est son histoire que nous vous proposons d'entendre ce soir. Alors voyons un peu quel est le contexte. On a pensé qu'il était important de rappeler certaines choses. Au niveau politique et institutionnel, Pierre Messmer est entre 1971 et 1972 ministre des Dom-Tom. Puis il devient Premier ministre du président de la République, Georges Pompidou, jusqu'en mai 1974. En Nouvelle-Calédonie, auréolé par la réussite des Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble, en Isère, dont il fut le préfet, Louis Verger occupe la fonction de haut-commissaire de 1969 à 1973. À cette époque, la Nouvelle-Calédonie subit un énième boom minier. Il débute en 1967 grâce aux effets de la modernisation de l'outil de production de la SLN, commencé 2 ans plus tôt, et se délite lentement par la mévente du nickel dès 1971. L'euphorie est à son comble. Les prévisions promettent un objectif de production de 200 000 tonnes de mat que contribuera à atteindre pas moins de 4 unités métallurgiques différentes. Dans cette abondance de projets mirifiques, on envisage même l'installation d'un réacteur nucléaire afin de répondre aux besoins énergétiques des usines, mais aussi des 2 villes nouvelles projetées, à Port-Boisé dans le sud avec 20 000 habitants et à Poum-Golone dans le nord avec 10 000 habitants. La fièvre de l'industrialisation, de la spéculation immobilière et du consumérisme à outrance ne semble pas près de s'estomper, surtout quand elle est encouragée par l'État dont le 5e plan déverse sur le pays 150 milliards de francs CFP en 5 ans. Mais très vite, sans crier garde, le flot des laissés-pour-compte grossit, la crise économique devient sociale, puis politique. Sur le terrain, et depuis quelque temps déjà, un malaise s'est installé. Dans son livre de mémoire, Michel Levallois, ancien secrétaire général du territoire, ayant officié aux côtés de Louis Verger, rapporte cette lettre du chef de cette division de Poindimier en 1969 au sujet de l'état moral de la population mélanésienne. Les autochtones étouffent dans leurs réserves, alors que la situation des Blancs ne fait que s'améliorer. Le déséquilibre s'accentue donc entre les 2 communautés et le fossé se creuse quand l'influence des cadres traditionnels de la société mélanésienne s'estompe de jour en jour. La génération des quadragénaires actuels est composée en majorité d'ivrognes et de gens peu intéressants. Quant aux jeunes, ils constituent l'élément explosif. Ils sont inquiétants car ils n'ont aucun respect pour la coutume ni pour les autorités traditionnelles, dont la tutelle, quand elle existe, leur paraît insupportable. Il faut reconnaître à leur décharge que rien ou si peu n'a été fait en leur faveur. Ceux qui travaillent sur mine dépensent mal leur salaire en boissons, le plus souvent parce qu'ils touchent trop pour boire, mais pas assez pour pouvoir construire. Tout se passe comme si on était en présence d'un tampon imbibé d'essence. Il suffirait d'une allumette pour que tout s'embrase. En 1971, le commissaire n'en fait pas la publicité et la haute administration se garde bien de le contredire, mais les signaux sont progressivement tous passés au rouge. Les alertes se multiplient. Le couvercle de la marmite calédonienne se soulève sous l'effet du bouillonnement de ses structures internes et des désillusions. Écoutons à ce sujet Paul Grisselli, élu de l'Union calédonienne. Mon groupe a prévu, depuis quelque temps déjà, la fin des illusions et des illusionnistes, qu'ils soient à casquette ou qu'ils soient à képi. Il y a des illusions économiques qui vont s'évanouir d'ici peu partout en France. On a dit sur les ondes de l'ORTF, c'est-à-dire le gouvernement et l'administration, que la Nouvelle-Calédonie, c'était l'Eldorado, qu'il fallait venir 15 000 immigrants qui sont venus. Je tiens à dire que d'après nous, la situation économique risque d'empirer.
Poursuivons cette fois-ci avec l'avis d'une personne complètement extérieure au contexte calédonien, suite à une mission professionnelle en février 1972. Les différentes ethnies cohabitent sans vraiment s'intégrer. À un certain racisme blanc s'oppose un racisme noir, assez sensible chez les jeunes mélanésiens. Il y a là un problème sociologique qui peut devenir explosif sur le plan politique. Tous les esprits sont maintenant polarisés par les élections à l'Assemblée territoriale de l'été 72. Cela ravive le climat général de contestation, contestation entre les ethnies, entre jeunes et anciens chez les Mélanésiens, contestation visant la grande bourgeoisie de Nouméa et l'administration. Tout cela accroît la confusion. La confusion règne aussi sur le plan politique en raison des luttes internes qui se déroulent dans tous les partis, aussi bien chez les partisans que chez les adversaires de l'autonomie. Malheureusement, les partis qui s'affirment être français avant d'être calédoniens sont les plus touchés par un véritable phénomène d'éparpillement, reflet caractéristique de la mentalité des habitants du territoire. Quelques mois plus tard, Jean-Pierre Haïfa, un jeune conseiller originaire de Bourail dont il n'est pas encore le maire, avertit. Je m'élève contre le recrutement incontrôlé de travailleurs en métropole, ce qui à mon sens est catastrophique quand on sait que des ouvriers locaux sont au chômage. Si cette politique d'immigration dite sauvage se poursuit, il est à craindre que d'ici 4 à 5 ans, le territoire ne soit confronté à de graves problèmes sociaux dont on sent déjà les prémices. 2 ans plus tard, devant l'acuité du sujet, il déposera avec son groupe un vœu, je cite, tendant à protéger en priorité l'emploi des Calédoniens dans leur pays. À cette époque, les opinions se diffusent via 3 médias. La radio, le plus courant, la télévision encore balbutiante et les journaux omniprésents. Le paysage de la presse écrite nous est ainsi décrit en 71 par le directeur même du CIPINC. 4 journaux se disputent les lecteurs de l'île. 2 d'entre eux sont la propriété de la SLN, la France Australe et le Bulletin du Commerce. Les 2 autres constituent la presse d'opposition, le Journal calédonien et puis l'hebdomadaire, plus que tendancieux, La Voix du Cagou. Or, ces différentes publications ne s'intéressent que fort peu aux événements métropolitains et contribuent à l'isolement moral des insulaires par rapport à la capitale. Il serait donc utile que s'implante un nouveau quotidien. En parallèle, on note un foisonnement de la presse d'opinion, vivifiée par les organes d'information interne propres à chaque parti, groupuscule ou groupe de pression politique, sur des supports de factures très différentes, allant de la simple feuille ronéotypée au journal imprimé en bichromie. Au niveau politique et à l'approche des élections territoriales de 1972, la principale thématique est la question de l'autonomie. Pour le représentant de l'État, mais aussi en plus haut lieu, l'autonomie, c'est l'antichambre de l'indépendance. Elle doit être farouchement combattue pour éviter à tout prix son avènement dans les assemblées ultramarines. Pour s'en rendre compte, lisons cet extrait du discours que prononce le haut-commissaire Louis Verger à Pointe-Boute en juillet 1971. Partout où je suis allé sur la Grande Terre, comme dans les îles, dans vos villes, dans vos villages, dans vos tribus, j'ai trouvé des Français et des Françaises fiers de l'être. Eh bien, je vous le déclare tout net, si l'on suivait les chantres de l'autonomie dans la dangereuse, dans la malheureuse aventure où ils veulent vous précipiter, un jour ce drapeau cessera d'être le vôtre. Un jour la Marseillaise cesserait d'être votre chant national, votre chant de liberté. Je sais que cela, vous ne vous le voulez pas. La France non plus. Le gouvernement de la République a proclamé à maintes reprises que la Calédonie fait partie intégrante du territoire national et qu'elle demeurera à jamais française. Mais en Nouvelle-Calédonie, où les élus locaux ont pris l'habitude de l'amplitude statutaire et d'une large franchise dans la gestion des affaires de leur territoire, on redoute les habits restrictifs de l'assimilation sans adaptation. N'ont-ils pas d'ailleurs condamné à l'unanimité les lois jugées scélérates du général Biot en 1969 ? Majoritairement autonomiste, la classe politique calédonienne ne se différencie à cette époque que par la nature du qualificatif qu'elle adjoint à ce mode privilégié de pensée et d'action. Autonomie interne, autonomie de gestion, autonomie politique. Jan Séléné Uregei, le leader de l'Union multiraciale de Nouvelle-Calédonie, qu'il vient de fonder, annonce « Nous nous prononçons sans aucune équivoque pour un statut politique d'autonomie. Toutefois, la Calédonie sera maintenue dans le cadre français et au sein de la République. Nous assumerons, blanc et noir, nos responsabilités et les réformes que nous demandons ne nuiront pas au statut de Français. Nous voulons un conseil de gouvernement qui soit à nouveau capable de décider et qui soit responsable devant l'Assemblée. » Georges Nagle, récent fondateur du mouvement libéral calédonien, explique « Nous sommes partisans d'un statut d'évolution dotant le territoire d'une assemblée territoriale à l'intégralité des pouvoirs retrouvés et élargis.
et d'un conseil de gouvernement rénové participant d'une manière plus directe et plus efficace à l'administration du territoire. Le statut politique de la Nouvelle-Calédonie doit évoluer dans un sens raisonnable et acceptable pour tous, mais il ne peut en aucun cas évoluer dans le sens d'une autonomie politique. Au diapason de la menace autonomiste qui se fait jour à La Réunion, aux Antilles et aux Comores, la grande préoccupation du haut-commissaire Louis Verger est de faire échec aux autonomistes purs et durs de l'Union calédonienne, dont il cherche à réduire la position dominante en affaiblissant ses bases. 2 scissions sont opérées à l'intérieur du mouvement à la Croix verte. À sa gauche, avec la création de l'Union multiraciale de Nouvelle-Calédonie, qui lui soustrait l'électorat protestant loyaltien. Et à sa droite, avec la création du mouvement libéral calédonien, qui lui enlève une partie des Calédoniens d'origine européenne, employés et fonctionnaires. Au soir du scrutin du 10 septembre 1972, le résultat est sans appel. L'UC passe de 22 sièges à 12. La différence équivaut exactement aux 5 sièges de l'Union multiraciale et aux 5 sièges du mouvement libéral calédonien. Les autonomistes ne semblent pour le moment ne plus être majoritaires à l'Assemblée territoriale. Notons au passage que dans sa dernière édition avant le jour du vote, le journal calédonien titre « Non à l'indépendance, leur avenir dépend de vous ». Un raccourci qui sera éteuté 2 mois plus tard dans une intervention du député Roque-Pidgeot à l'Assemblée nationale. On a tant répété que l'autonomie menait à l'indépendance qu'il faut bien s'expliquer à nouveau. L'autonomie peut mener à l'indépendance quand on la donne trop tard. En Nouvelle-Calédonie, c'est le refus de l'autonomie qui risque à terme de conduire ce territoire à l'indépendance. Indépendance dont je ne veux pas et dont nous ne voulons pas. Cette intervention de Roque-Pidgeot, elle est datée du 18 novembre 1972. 18 novembre 1972. Depuis le 2 septembre 1969 et la manifestation qui suit l'arrestation de Nidosh Neslin, la période est à l'agitation et à la contestation. Une partie de la jeunesse kanak et calédonienne s'organise. Groupe 1878 sur la côte Est, Wayagi, Atsai, Sissikadji aux Loyautés, Foula Rouge à Marais et Nouméa. Union des jeunesses calédoniennes à Vaud, Koné, Koumak, Nouméa. Elle se mobilise. Sit-in, défilés, manifestations démonstratives, grève de la faim, barbouillage du bas-relief de la statue d'Olry. D'ailleurs, à ce titre, vous avez sans doute pas reconnu le jeune homme qui a franchi le cordon de policiers sur la plage de Lansvata le 24 septembre 69 à l'occasion du défilé militaire qui célèbre le rattachement de la Calédonie à la France. Ce jeune homme, il est dans la salle avec nous, c'est M. Eli Poigoun. Notons au passage que elle se mobilise donc, caricature, pétition dirigée contre, je cite, l'administration coloniale d'État et ses séides de la petite bourgeoisie nouméenne. Les tracts diffusés en français et parfois en langue vernaculaire sont le principal moyen d'information et d'appel au rassemblement. Le 4 janvier 1974, l'UJC et les Foulards Rouges dévoilent même pour la première fois ce drapeau dont ils espèrent qu'il deviendra le drapeau de la future nation calédonienne. Après le contexte, voyons le prétexte. Au moment où est créé le CIPINC, l'immigration de plusieurs milliers de ressortissants français en Nouvelle-Calédonie est une réalité. Elle s'est effectuée librement, sans contrainte, ni encadrement particulier. Réunis autour du président de la République et du Premier ministre, 3 conseils des ministres restreints sont entièrement consacrés au début 70 à la situation en Nouvelle-Calédonie et à son développement industriel. Il semblerait que le triptyque d'industrialisation, besoin de main-d'œuvre, organisation de l'immigration ait prévalu. Le 18 novembre 1972, le député Pidgeot confirme que c'est bien la prévalence du développement industriel qui a justifié l'immigration. Du point de vue économique, la crise bat son plein, et pas seulement en ce qui concerne le nickel. Aucune société métallurgique, autre que le nickel, ne s'est installée, par suite de l'opposition du gouvernement, alors que l'immigration avait été organisée sous le prétexte de la venue de ces sociétés, et que cette immigration aura d'incalculables conséquences, tant sociales que politiques. Ce texte, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais écoutons-le à nouveau. La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure multiraciale, est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde, où un pays développé puisse faire émigrer ses ressortissants.
Il faut donc saisir cette chance ultime de créer un pays francophone supplémentaire. La présence française en Calédonie ne peut être menacée, sauf guerre mondiale, que par une revendication nationaliste des populations autochtones appuyées par quelques alliés éventuels dans d'autres communautés ethniques venant du Pacifique. À court et moyen terme, l'immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements d'outre-mer, Réunion, devrait permettre d'éviter ce danger en maintenant et en améliorant le rapport numérique des communautés. À long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. Il va de soi qu'on n'obtiendra aucun effet démographique à long terme sans immigration systématique de femmes et d'enfants. Afin de corriger le déséquilibre des sexes dans la population non autochtone, il conviendrait sans doute de faire réserver des emplois aux immigrants dans les entreprises privées. Le principe idéal serait que tout emploi pouvant être occupé par une femme soit réservé aux femmes secrétariat, commerce, mécanographie. Sans qu'il soit besoin de texte, l'administration peut y veiller. Les conditions sont réunies pour que la Calédonie soit dans 20 ans un petit territoire français prospère comparable au Luxembourg et représentant évidemment dans le vide du Pacifique bien plus que le Luxembourg en Europe. Le succès de cette entreprise, indispensable au maintien des positions françaises à l'est de Suez, dépend, entre autres, de notre aptitude à réussir enfin, après tant d'échecs dans notre histoire, une opération de peuplement outre-mer. Merci Manu. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un texte relativement court de 280 mots seulement, mais d'une densité et d'une portée singulière. Dans les nombreux documents que nous avons consultés, il est toujours daté du 19 juillet 1972. Cette date se situe 2 semaines, très exactement, après l'entrée en fonction de Pierre Messmer à la tête du gouvernement français. Et la nomination, par erreur, de Xavier Degnaud en tant que secrétaire d'État au département et territoire d'outre-mer. Par erreur, car la personne prévue à ce poste n'était autre que son frère, Jean-François Degnaud. En approfondissant nos recherches, nous avons découvert que ce texte est en réalité l'addition de plusieurs extraits d'une note adressée à Xavier Degnaud par Philippe Rossillon, le rapporteur général du Haut Comité de défense et d'expansion de la langue française, un organisme directement placé sous l'autorité du Premier ministre dont il dépend. C'est son fac-similé qui est dans l'enveloppe qui vous a été remise tout à l'heure et que vous pouvez maintenant ouvrir. Vous constaterez par vous-même que tous les paragraphes écrits en rouge ont été repris intégralement et dans leur ordre d'apparition afin de constituer la dite circulaire Messmer, dont beaucoup d'observateurs attentifs ignoraient l'existence et le contenu jusqu'à ce qu'elle se diffuse en Nouvelle-Calédonie dans les années 80. D'après les informations que nous disposons à l'heure où nous parlons, la prudence s'impose et le conditionnel est de rigueur. Il est possible que ce document, qui aurait échappé au parcours administratif traditionnel, ne soit pas officiel. Sans auteur ni destinataire identifié, nous serions peut-être en présence d'un vrai faux document, fabriqué pour servir un but précis dans un contexte largement postérieur à sa référence originale. Malgré cet état de fait, la note de Rossillon à Degnaud est bien réelle. Nous avons pu la consulter et la recopier. Elle est à l'entête du Haut Comité de la langue française et intervient 14 mois après la constitution
du CIPINC. Alors, plusieurs questions. Assiste-t-on alors à une volonté de donner un second souffle à l'immigration en Nouvelle-Calédonie, eu égard au changement politique qui vient de s'opérer? Roussillon profiterait-il de l'opportunité offerte par la nomination de Degnaud pour mettre en œuvre en Nouvelle-Calédonie une certaine vision du rôle de la France dans cette partie du monde? Roussillon a-t-il déjà l'intention de confier au CIPINC des directives particulières dans le but d'assurer l'avenir du français en Nouvelle-Calédonie? En effet, à plusieurs reprises, nous avons relevé des formules de défiance à l'égard des Français installés en Nouvelle-Calédonie de longue date et de certaines autorités politiques locales, comme le montrent ces 3 extraits de notes. La première est de 1971. Au début de l'année 70, le gouvernement a pris la décision de favoriser l'immigration en Nouvelle-Calédonie de travailleurs d'origine métropolitaine, dans le but d'assurer la supériorité numérique définitive de l'élément ethnique européen. 2 points. Seul véritable garant de l'avenir français de ce territoire d'outre-mer. La deuxième, elle date de 1974. Elle révèle des considérations et des préoccupations très politiques et nous éclaire sur la face cachée de certains jeux de pouvoir. L'État doit donc poursuivre sa politique à longue échéance. Cette politique doit jouer sur 2 plans. Poursuite de l'immigration dirigée et organisation systématique de l'inscription sur les listes électorales en contrebattant, sans faiblesse, le malthusianisme des mairies locales, et spécialement de la mairie de Nouméa, qui, pour conserver ses assises, fait tout pour décourager les inscriptions. Actuellement, 3 à 4 000 zozos ne sont pas inscrits. On voit que cette masse, pour une très large part anti-autonomiste, joue et jouera de plus en plus un rôle essentiel. Enfin, la dernière est écrite en 1974. Suite à la nationalisation des dernières exploitations agricoles françaises du Maroc, un certain nombre d'exploitants et de techniciens agricoles pourraient trouver un débouché en Nouvelle-Calédonie. L'installation de quelques familles d'agriculteurs du Maroc présenterait 2 avantages principaux: donner un coup de fouet à une activité indispensable à l'équilibre socio-économique du territoire et installer sur le territoire des Français qui n'ont jamais laissé douter de leur attachement à la métropole. Si l'on sélectionne du corps du texte principal les phrases ou les groupes de mots les plus caractéristiques, il est possible de dresser une carte mentale autour de 3 thèmes principaux: la géopolitique, la démographie et la politique. Roussillon assume sans ambages la confusion entre le français comme idiome à défendre, partout où cela est possible, et le français comme élément ethnique, porteur d'un véhicule culturel dont la langue reste le plus sûr des moteurs. Philippe Roussillon, énarque de la promotion Albert Thomas en 55-56, devient le rapporteur général du Haut Comité pour la défense et l'expansion de la langue française dès sa création le 31 mars 1966. Il se voit assigner une mission à la fois défensive et offensive, conformément aux vœux de ses promoteurs, un général président, Charles de Gaulle, et un Premier ministre ancien élève de l'École normale supérieure, Georges Pompidou. Pendant 12 ans, Roussillon, de 66 à 78, s'efforce de tisser un réseau d'institutions et d'associations pour coordonner la défense du français tout azimut. À l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition, en 2017, ses amis lui ont consacré plusieurs hommages très appuyés. Ils dressent de lui le portrait d'un véritable hussard de la francophonie, dressé au galop, sabre au clair. Un exemple parmi beaucoup d'autres pour illustrer l'audace du personnage: Roussillon a constitué sur la place de Paris, avec une douzaine d'amis, un puissant groupe de pression baptisé le Lobby du Québec, dont fait d'ailleurs partie Xavier Degnaud, notre futur ministre de l'Outre-mer, sur lequel De Gaulle s'est appuyé pour faire avancer son soutien aux aspirations autonomistes de la belle province. Lobby du Québec qui joue un rôle essentiel dans l'organisation de la visite du général De Gaulle au Québec en 1967. Elle s'achève au balcon de l'hôtel de ville par un « Vive le Québec libre » des plus retentissants. Le général de Gaulle, le discours n'est pas prévu, mais quelqu'un va faire le maximum pour trouver un micro. Eh bien, ce quelqu'un, figurez-vous, qui se cache encore derrière le général de Gaulle, que l'on va apercevoir d'ici quelques instants, ce monsieur, c'est Philippe Roussillon. Attention, il est là, il arrive avec le micro, le voici, voilà, c'est lui.
exactement ici. À chaque fois, Roussillon est dans les coulisses, n'est-ce pas lui d'ailleurs que l'on voit cherchant un micro pour le chef de l'État puisse s'exprimer. Sous le pseudonyme d'Aldébaran, Roussillon écrit en 1975 un livre intitulé « De Gaulle et les patries » dont la préface de Philippe Tesson pose d'emblée l'envergure idéologique de l'auteur, qui théorise le soft power que la France doit appliquer dans le concert des nations en matière de diplomatie. Une Europe indépendante connaîtrait un tout autre équilibre, rien ne serait possible sans l'aval de la France. En outre, notre pays deviendrait l'ambassadeur désigné de l'Europe auprès de nombreux États africains et latins. Il assurerait la présence politique de notre continent dans les zones éloignées où nous sommes les seuls Européens à conserver quelques pieds-à-terre, tels le Pacifique Sud, l'océan Indien, les Caraïbes. La langue française redeviendrait langue diplomatique d'un grand ensemble politique. Alors voyons maintenant comment est organisée cette association. Dès 1970, ses promoteurs ont choisi de la dénommer Centre d'immigration en Nouvelle-Calédonie, un premier choix qui ne fait pas l'unanimité, en particulier depuis Nouméa où le haut-commissaire Louis Verger estime souhaitable un changement d'appellation. 2 mois plus tard, en janvier 1972, le changement de dénomination est accepté, sous réserve du remplacement du terme bureau par centre. Statutairement définie, l'association s'est donnée pour objectif, premièrement, de regrouper les entreprises minières et de travaux publics ainsi que des personnalités compétentes en matière de main-d'œuvre et d'immigration, afin de promouvoir et d'organiser l'immigration des travailleurs originaires de la métropole en Nouvelle-Calédonie. Deuxième point, développer l'information sur la Nouvelle-Calédonie et les possibilités d'emploi qui sont offertes par tous les moyens appropriés. Recueillir les candidatures d'emploi des personnes intéressées afin de les transmettre aux sociétés adhérentes, organiser le voyage des immigrants et de leurs familles, et mettre en place l'infrastructure d'accueil des immigrants. Plusieurs documents internes du CIPINC permettent d'apprécier les motivations profondes de la structure associative. En septembre 1972, 4 jours après les élections territoriales qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie, une note précise. Avec une population totale de 121 000 habitants au 31 décembre 1971, pour une superficie de 19 103 km², la Nouvelle-Calédonie peut être considérée comme un territoire vide. Or, il s'avère que les deux ethnies, mélanésiens et européens, s'équilibrent. Cependant, il est à noter que l'accroissement démographique naturel, plus important chez les autochtones, 2,25%, que chez les Européens, 1,6%, risque, à plus ou moins longue échéance, de renverser cette tendance. Afin d'assurer l'avenir politique du territoire, les pouvoirs publics ont décidé en 1970 la création d'un organe destiné à encourager l'immigration d'individus d'origine métropolitaine. Tel est le but du CIPINC, assurer, à la faveur du développement économique du territoire, générateur d'une création importante d'emplois nouveaux, la supériorité numérique définitive de l'élément métropolitain. Roger Larocque, le maire de Nouméa depuis 1953, dans d'autres termes et en même moment, déclare aux journalistes du magazine L'Express, qui est venu l'interviewer la semaine avant le scrutin, « Il faut faire du blanc, faire venir des métropolitains. Comme ça, il n'y aura plus de problème kanak. » On peut difficilement être plus clair. En 1975, une note manuscrite interne insiste. Le CIPINC a été créé pour éviter une immigration sauvage, donc incontrôlée d'éléments douteux en Nouvelle-Calédonie à l'époque du boom. Le rôle et la mission dévolus au CIPINC ne peuvent donc souffrir d'aucune ambiguïté. Le siège social est significativement situé à Paris. Notons qu'au courant de l'année 72, il est envisagé le déménagement des bureaux de l'association directement rue Oudinot, siège du ministère des Dom-Tom. Un changement d'adresse qui s'explique par la montée en puissance du CIPINC. Vu l'afflux considérable de candidatures à destination du territoire, 1200 à ce jour, il a été nécessaire d'augmenter le personnel du centre, soit au total 7 personnes. Ne disposant que de 2 bureaux rue de Lille, le centre s'est donc mis à la recherche de 5 bureaux que pourrait attribuer le ministère rue Oudinot, dont les locaux dépendent des services du Premier ministre. Alors, au niveau de la composition et de l'organisation de l'association, la structure organique est composée d'un conseil d'administration, d'un comité de coordination et d'un bureau exécutif. Le conseil d'administration est composé de 2 collèges. Le premier regroupe des entreprises privées qui sont un concentré du fleuron des sociétés françaises à l'œuvre en Nouvelle-Calédonie, qu'elles soient minières et métallurgiques ou du bâtiment et des travaux publics. Le second collège est constitué de personnalités qualifiées pouvant contribuer à l'objet de l'association. On y retrouve d'ailleurs la présence officialisée de M. Roussillon. Faisons remarquer que la totalité de leurs membres sont domiciliés physiquement dans la capitale,
tout comme les sièges sociaux des entreprises, assurant ainsi l'exclusivité de la représentation métropolitaine, voire parisienne, de ses membres. Le comité de coordination, cette tendance à la centralisation est accrue par l'origine strictement gouvernementale des représentants siégeant dans le comité de coordination de l'association, qui est institué pour promouvoir ses actions privées et publiques. Ces 4 membres de droit sont tous issus du ministère du Travail et de la Population, qui est obligatoirement son président, du ministère des Départements et Territoires d'Outre-mer, du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Équipement. Faisons remarquer à ce stade qu'aucun membre élu des institutions politiques de Nouvelle-Calédonie ou représentant de syndicats locaux ne sont prévus dans cette organisation. Enfin, le bureau exécutif est animé par un directeur désigné par le ministère qui pourvoit en totalité au budget de fonctionnement de l'association. Nommé en 71, Géraud Perrier de Ferral, c'est son nom, assume ce rôle durant quasiment toute la durée du CIPINC. Il est assisté par un staff administratif, technique et financier. En liaison étroite, en ce qui concerne le fonctionnement et le financement de l'association, donc en liaison étroite avec l'inspection territoriale du travail et le bureau local de la main-d'œuvre, le centre n'intervient qu'en fonction des besoins exprimés par ses services. Les employeurs locaux ne doivent s'adresser au centre qu'après avoir vérifié auprès du bureau local de la main-d'œuvre que celui-ci ne dispose pas des employés demandés. À Paris, le centre réceptionne et informe les demandeurs d'emploi désireux de se rendre en Nouvelle-Calédonie. Il les sélectionne, subventionne les migrants et leurs familles et met en route les travailleurs. Il entretient des contacts avec les dirigeants de sociétés privées et transmet au pouvoir public des éléments d'information sur les problèmes de la main-d'œuvre immigrante. À Nouméa, il entretient une liaison étroite avec l'office local de la main-d'œuvre et le centre en fonction des orientations données par l'inspecteur du travail. Il informe les employeurs locaux et les organismes spécialisés sur les possibilités du centre. Et enfin, il gère le centre d'accueil familial de Nouméa, qu'il a contribué à créer. Dès sa création, le financement de l'association est assuré par une subvention directe du ministère du Travail, de l'Emploi et des Populations, qui correspond à 2,4 millions de francs français, c'est-à-dire à peu près 44 millions CFP. Ce montant ira en diminuant pour atteindre la somme de 1,7 million de francs français en 1975, puis 800 000 francs en 1980. Le transport vers la Nouvelle-Calédonie des travailleurs s'effectue par avion. Et à ce titre, une aide de 1 000 francs français est accordée au titulaire, 500 francs pour son épouse ou son époux, tandis que le passage des enfants est intégralement pris en charge. Une remise de 30% du prix du billet est consentie par la compagnie UTA, dirigée à l'époque par Antoine Veil, le mari de Simone Veil, et collègue de promotion de Philippe Rossillon à l'ENA. Le 30 janvier 1984 a lieu l'ultime réunion de l'association pour les rédacteurs du rapport introductif à l'Assemblée générale de dissolution, et au vu du récapitulatif global des bénéficiaires, la satisfaction l'emporte. Le chiffre total de 4113, à bien considérer à l'échelle de la population de la Calédonie, apparaît comme un résultat satisfaisant. Et nous donne à penser que la mission qui nous avait été fixée lors de la création a été menée à bien. Les dernières années d'existence du CIPINC sont marquées par la diminution de son budget et la stagnation du recrutement. Avec la fin du boom, le secteur tertiaire se développe, les recrues sont surtout destinées aux activités de service. Étudions maintenant notre échantillon, c'est-à-dire les travailleurs et travailleuses recrutés en France et les membres de leur famille, conjoints, conjointes et enfants, ayant bénéficié des bons de transport délivrés par le CIPINC pour venir en Nouvelle-Calédonie entre 71 et 84. Entre 1971 et 1984, c'est-à-dire de l'origine du CIPINC à sa dissolution, 14 ans plus tard, 4113 personnes, à quelques unités près, ont bénéficié des bons de transport alloués par l'association. Ils se répartissent entre 1704 travailleurs, dont 1158 hommes et 546 femmes, et 2409 membres de leur famille, parmi lesquels 923 conjoints ou épouses et 1486 enfants. Les 3 premières années de fonctionnement de l'association, 71, 72, 73, restent numériquement les plus pourvoyeuses en immigrants, pour reprendre une terminologie qui apparaît systématiquement dans l'ensemble des documents consultés.
avec respectivement 427, puis 832 et 320 personnes, soit un total de 1579, toutes catégories confondues. Sur la totalité de l'échantillon, hommes et femmes confondus, les personnes mariées sont majoritaires, avec 807 conjoints et conjointes contre 744 célibataires. Une répartition relativement équilibrée à 52-48. Chez les hommes, 662 travailleurs sont mariés, 61% du total, et 422 sont célibataires, 39%. Notons que chaque année, durant toute la durée de l'existence du CIPINC, le nombre d'hommes mariés est toujours supérieur à celui des hommes célibataires. Pour les femmes, le rapport est exactement à l'inverse. 61% de célibataires contre 39% d'épouses. Ces dernières sont toujours à minima 2 fois moins nombreuses que les premières. L'état récapitulatif par tranche d'âge dénombre 1265 personnes de moins de 40 ans, soit 82% du total, et parmi elles, 734, soit quasiment la moitié de tous les travailleurs, ont entre 20 et 29 ans. Notons par ailleurs que 2 personnes ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite ont réussi à être sélectionnées. L'échantillon total fait état de 1159 hommes et de 542 femmes. Le sexe ratio s'établit à 68-32. Cette répartition s'inscrit dans les tendances historiques confirmées à maintes reprises pour d'autres lieux et à d'autres époques. Les immigrants sont toujours très majoritairement masculins. Cette carte a été réalisée à partir du lieu de résidence de chacun des travailleurs recrutés. Les 2/3 des immigrants proviennent de ces 5 régions. La région parisienne et la basse vallée de la Seine, et les littoraux languedociens et azuréens étant les plus gros pourvoyeurs, avec quasiment 40% du total. Alors pour les enfants, c'est la grande inconnue. Les seuls chiffres disponibles recensent un total de 1486 enfants, entre 71 et 83, dont nous ne connaissons rien ou presque. Les chiffres annuels nous renseignent sur le fait que les premiers temps d'existence de l'association fournissent les contingents les plus nombreux, puisque la moitié de tous les enfants arrivent avant le 31 décembre 1974. Sur l'ensemble de la période, 114 enfants accompagnent leurs parents, en moyenne chaque année, avec un pic en 72 à 320 et une chute à 30 en 78. Cet apport régulier d'enfants, dont une part importante aurait été en âge d'être scolarisés dans l'enseignement primaire ou le secondaire, a certainement eu des incidences sur l'évolution des effectifs dans les classes de la ville de Nouméa ou des communes limitrophes. L'étude de l'évolution du nombre d'enfants inscrits par établissement scolaire sur la période concernée pourrait peut-être permettre d'apprécier et de caractériser le flux ainsi généré. Inscrits dans les missions fondatrices de l'association, les dirigeants du CIPINC ont obtenu de la municipalité de Nouméa l'affectation d'un terrain d'environ 1 hectare et la prise en charge de travaux de terrassement, voirie, pour une somme de 10 millions de francs environ. Au cours de la séance municipale du 17 février 1972, le maire de Nouméa, Roger Larocque, soumet à l'approbation des élus le projet de bail du centre d'accueil familial. Il prévoit la mise à disposition d'un terrain d'1 hectare et 21 arts pour une durée de 10 ans au franc symbolique. À son expiration, la ville de Nouméa retrouvera la libre disposition des terrains et deviendra propriétaire des bâtiments qui auront été construits. Hormis la question du conseiller Marcel Henry sur la destination finale des eaux usées, le Conseil donne son accord pour l'établissement du bail et approuve les différents marchés à passer pour les VRD, qu'il s'est engagé à réaliser. Avec 39 logements allant du studio aux 5 pièces, le centre d'accueil familial totalise 4099 nuitées en 72 et 21 573 l'année suivante. La capacité du centre d'accueil est portée en 1973 à 62 logements répartis en 15 bâtiments. Son premier directeur est M. Lanquetin. On est ici au 6e kilomètre. En face du centre, il y a aujourd'hui la pépinière municipale. Et au niveau de l'entrée du centre, vous avez un carrefour qui est occupé aujourd'hui par un aménagement avec des plantes du sud. Voilà, pour situer un peu l'endroit. Lorsque ce bâtiment revient à la ville de Nouméa, il deviendra ensuite la cité Paribas, pour ceux qui s'en souviennent.
Et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'aujourd'hui, c'est un lotissement qui s'appelle les Madréport. Le 9 janvier 1984, en prévision de la dissolution imminente de l'association, le président du CIPINC et Roger Larocque, le maire de Nouméa, entérinent la cession des installations du centre d'accueil familial à la ville de Nouméa. Il nous faut conclure. L'étude des documents d'archives nous apprend que le contenu partiel d'une note interne rédigée par Philippe Rossillon a été détourné de son objet initial pour fabriquer un document que l'opinion publique attribue nommément à Pierre Messmer. Placé sous son autorité, Rossillon ne pouvait pas ne pas tenir au courant le chef du gouvernement, qui n'est pas le rédacteur de la circulaire éponyme, sous la forme que nous connaissons. Dans l'attente d'autres éléments d'appréciation, une réserve s'impose. Peut-être devrions-nous nommer ce texte « Projet Rossillon » ou, plus sûrement, « Plan Rossillon ». Voilà pour notre humble contribution à la connaissance du milieu historique dans lequel ce document a pris naissance. En ce qui concerne maintenant le contexte historique, la période est à la Révolution au sens strict du terme. Imposés de l'extérieur, les changements sont profonds, durables et polymorphes, dans un temps relativement court. Dans toute communauté humaine, de surcroît dans un univers insulaire où les frontières naturelles sont les plus précises que la Providence a fixées, le récif puis l'immensité du glacier maritime, une immigration d'environ 12 à 15 000 personnes, venues principalement de France, mais aussi du Pacifique vers la Nouvelle-Calédonie, a entraîné un large spectre de bouleversements démographiques, de transformations économiques et de mutations sociales, au moment et dans le sillage du boom du nickel entre 1967 et 1971. À rebours des évolutions intrinsèques de la société calédonienne, le CIPINC, instrument politique créé, financé et contrôlé par l'État pendant 13 ans, avait pour ultime et lointain dessein l'ancrage définitif de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble civilisationnel français. Sa volonté assumée de vouloir renverser certains équilibres pivots qui font qu'une île flotte mais ne sombre pas, fut un pari risqué, dont l'onde des convulsions s'est manifestée jusque dans la restriction du droit de vote aux élections provinciales et dans les mesures de protection et de promotion de l'emploi local lors des négociations ayant mené à l'accord de Nouméa en 1998. Encore une fois, l'histoire s'est imposée devant le droit. Je voudrais terminer par un dernier paragraphe sur un plaidoyer pour la libération des archives. Sur le nouveau site des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, au nord de Paris, c'est l'incongruité d'un hasard qui nous a conduit à consulter les fonds d'archives versés par le ministère de l'Outre-mer et de tomber sur les références au CIPINC. Nous étions venus pour débusquer des segments de vie étudiante du jeune Maurice Lenormand durant l'occupation allemande à Paris et recueillir des informations sur sa vie de député de la Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides dans la capitale. Grâce à l'intercession particulièrement compréhensive et efficace d'une conservatrice en chef à 2 mois de la retraite, nous avons eu accès à un fac-similé extrait du fonds d'archives de Jacques Faucard. Il s'agit d'une écoute téléphonique entre les députés Ablain et Lenormand à quelques semaines de l'examen de la demande de déchéance parlementaire de ce dernier par le Conseil constitutionnel en 1964. Une autorisation exceptionnelle de dérogation au règlement nous a été accordée pour la seule journée du 4 janvier 2019, annulant ainsi un long processus de demande officielle, souvent infructueux. Tout cela pour vous dire quoi ? Pour vous dire à quel point l'accessibilité et la communicabilité des documents d'archives est un enjeu majeur pour qui veut écrire l'histoire. Ce sont ces enjeux qui dernièrement ont été évoqués, entre autres, dans le rapport Stora sur les questions mémorielles relatives à la colonisation et à la guerre d'Algérie, où l'historien propose la déclassification de documents secrets antérieurs à 1970. C'est bien la déclassification également qui a permis à l'historien Vincent Duclerc
et son équipe de chercheurs de pouvoir consulter plus de 8000 documents sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Elle a été décisive dans la réévaluation des faits et de leur engrenage, prouvant l'aveuglement du président Mitterrand et les responsabilités des autorités françaises dans le soutien politique et militaire au régime Hutu, malgré sa dérive racialiste et haineuse. Pour avoir servi au Rwanda à cette époque, au sein de l'opération turquoise, peut-on penser un instant que la récente démission de François Lecointre, chef d'état-major des armées, soit seulement liée à sa volonté de ne pas politiser sa fonction ou à l'annonce de la fin de l'opération Barkhane au Sahel? Plus proche de nous, quand la volonté du politique d'établir la véracité des faits rencontre l'abnégation d'un historien pour rétablir ou établir la réalité des faits, cette combinaison des peu probables permet la réalisation de ce qui paraissait d'emblée comme impossible. La réunion des champs de compétences et d'une communauté d'enjeux entre Christiane Taubira, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et Jean-Marc Regnault, historien et professeur d'histoire à l'Université de la Polynésie française, ont permis la réhabilitation de l'honneur d'un homme. Accusé d'avoir incité à l'incendie de la ville de Papeete, Pouvana fut entre 1958 et 1960 arrêté, condamné, emprisonné, interdit de séjour, exilé et déchu de son mandat parlementaire. Au moment de l'installation du centre d'expérimentation du Pacifique, ce personnage, jugé dangereux, devait être éliminé politiquement. Peu de temps avant de mourir, il déclara néanmoins « Je sais que la France est un grand pays, et c'est pour cela qu'elle me rendra justice ». En obtenant les autorisations indispensables et les accréditations nécessaires pour accéder aux archives du ministère de la Défense et du Commissariat à l'énergie atomique, les recherches de M. Regnault ont abouti en 2014 à la saisine de la commission d'instruction par Mme Taubira, tant les documents d'archives permettaient de disculper Pouvana et de charger les représentants de l'État, faux témoignages, fausses preuves, subornation de témoins. En 2018, 59 ans après son procès, la Cour de révision et de réexamen, eu égard au faisceau d'éléments nouveaux, annulait l'arrêt de la Cour criminelle de Papeete et déchargeait la mémoire de Pouvana en la réhabilitant. Pour la Nouvelle-Calédonie, de nombreux événements politiques exigeraient d'être abordés à l'aune de l'ouverture à l'étude d'un très grand nombre de documents d'archives encore classifiés. Nous pensons à la mission calédonienne à Hanoï et à Pékin en avril-mai 1958, au coup de force politique du 18 juin suivant, aux attentats de mars et avril 62, et à la longue liste des actions et opérations ayant mené à la mort d'hommes et de femmes au cours de la guerre civile calédonienne entre 1981 et 1989. Les auteurs d'assassinats, de meurtres avec préméditation, d'attentats et de tentatives d'attentats n'ont pas été condamnés par la justice de notre pays, de notre République, rendue au nom du peuple français. La loi d'amnistie de janvier 1990 a fait cesser les instructions judiciaires dans cette affaire relative à des crimes de sang. Mais l'amnistie n'est pas l'amnésie. Pourquoi les archives sur les troubles à l'ordre public survenus après l'assassinat de Pierre de Clercq ne seront consultables qu'à partir du 1er janvier 2038 ? Pourquoi les archives sur les documents de travail préparatoires au projet d'amnistie des infractions commises en Nouvelle-Calédonie ne seront communicables qu'à partir du 2 janvier 2054 ? Pourquoi les archives sur le séjour d'indépendantistes en Libye en 1984 et sur les ingérences libyennes en Nouvelle-Calédonie, sur les attentats à l'explosif entre 1984 et 1986, sur le rôle de certains activistes loyalistes, sur un projet d'attentat contre le député Roch Pidgeot en 1982, ou sur la mission de police judiciaire suite à l'assassinat de Pierre de Clercq le 19 septembre 1981, ne seront accessibles qu'à la date du 2 janvier 2100. Oui, vous avez bien entendu, le 2 janvier 2100. Qu'est-ce que l'appareil d'État cache de si grave, de si honteux, de si impactant
de si dangereux pour l'ordre établi? À notre humble échelle d'insulaire océanien, de quel terrible secret les délais de communicabilité et la classification de certaines archives veulent-ils nous protéger en nous exemptant de regarder notre histoire, toute notre histoire, les yeux dans les yeux? Mais déjà, l'injonction du devoir de mémoire interpelle nos consciences éprises de vérité et de justice, de connaissance aussi. Tandis que dans le lointain, sur la pente raide de notre histoire commune, nous entendons toujours, et pour combien de temps encore, le bruissement sourd des rumeurs et des mensonges surannés, qui rajeunissent à chaque collision de nos mémoires et nous empêchent de vivre dans un pays libéré de la peur de son passé. Merci de vos présences et de votre attention. Merci Olivier. Je rappelle donc que les micros sont à votre disposition si vous avez quelques questions à poser à notre historien. Si vous voulez peut-être faire part d'un témoignage, peut-être qu'y a-t-il des gens concernés par le CIPINC dans la salle. Peut-être y a-t-il un de ces enfants qui ont été mentionnés dans une des diapositives. La parole est à vous. Donc la parole est donnée à Louis-José Barbanson, qu'il est inutile de présenter. D'abord, remercier Olivier du travail et de la tonalité de l'historien qui essaye de présenter les choses avec le plus de sérénité et le moins de passion possible, même si l'on sait très bien que s'il n'y a pas la passion, il n'y a pas la recherche. Donc, je voudrais simplement apporter deux petites précisions qui sont importantes. C'est que tous les descendants du boom aujourd'hui, tous les descendants de ceux qui sont venus dans le cadre du CIMINC ont été intégrés au corps électoral de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. À Nainville-les-Roches, ça a d'abord été la reconnaissance des victimes de l'histoire. Eux n'en faisaient pas partie. Ensuite, en 88, c'est l'intégration totale de cela. Donc je crois qu'il faut quand même le préciser pour bien montrer que toute une certaine partie de la population qui pensait qu'il y avait qu'elle qui pouvait voter a ouvert, non seulement aux victimes de l'histoire, dont on emploie très peu le mot maintenant, parce qu'en plus est venu se rajouter ceux qui sont venus, qui ont vraiment développé le pays, qui ont créé du COS, qui ont créé beaucoup de choses dans ce pays, tout en provoquant un changement électoral radical, parce que ça a permis de changer complètement la majorité de la population de ce pays, ce qui explique, mais ça Olivier l'a bien dit, les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui sur le corps électoral. Moi, je voudrais faire juste deux petits témoignages. J'ai 20 ans, 21 ans. Je viens en vacances pendant les études, et c'est ma première rencontre avec des journalistes. Les nouvelles c'est les premiers numéros des nouvelles. On est interviewé, on vient d'associations d'étudiants calédoniens avec Christian Boisseret et Jean-Pierre Mestre. On fait un long interview dans les nouvelles, dans lequel nous étions naïfs, nous étions en train de dire, nous revenions en disant ce qui nous apporte, c'est qu'il y ait le plein emploi pour les Calédoniens, qu'on puisse revenir des études et trouver des postes, et on se fait démolir, traîner dans la boue, d'où ma réticence depuis avec les médias, justement sur ce thème de l'emploi local, par une journaliste qui venait d'arriver, et on voit bien, maintenant, on voit le contexte politique, on voit bien que c'était quelque chose sur lequel il fallait vraiment combattre. Ça a été terrible pour nous, parce qu'on était naïfs, on pensait que c'était bien ce qu'on disait, alors qu'on s'est fait démolir.
Et en particulier, c'était au moment où le Normand avait sorti ce qu'on appelle le petit livre vert de l'UC, et on nous avait assimilés à des autonomistes, etc. Et nous, à l'époque, on ne pensait pas du tout à la politique. Hein. La vérité, on pensait plus aux filles qu'autre chose. Hein. Bon, mais bon, je veux dire, ça a été... C'est pour vous montrer l'ambiance qu'il y avait. Je rencontre à ce moment-là le Verger, qui me fait tout un discours sur la Calédonie, le Koweït du Pacifique. Et je lui dis, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir des postes quand on revient? Il me tape sur l'épaule et puis il me dit, mais vous savez, la France est belle, hein, il y a plein de places en France. Voilà, c'était ça. Et ça explique, si vous voulez, beaucoup de choses qui se sont passées ensuite, et ça permet d'expliquer un certain nombre de choses. Évidemment, ce sont des anecdotes, ils s'en viennent juste révélatrices de tout le fond historique et argumenté que tu viens de présenter. Voilà, je vous remercie. Merci José. Monsieur Haïfa, peut-être? Je vous force un peu la main, mais bon. Bon, écoute Olivier, je ne vais pas te brosser les chaussures. Hein bon. Effectivement, merci d'avoir fait ce rappel historique, parce que Louis-José avait 21 ans à l'époque. Il était bien jeune. Hein. Bon, effectivement, il était d'une naïveté. Et à cette époque, je dis bien à cette époque, hein, parce que maintenant, il a pris de l'âge, il a vécu. Il faut quand même regarder, je dirais, cette période, parce que cette période, ça a été la poursuite, je dirais, d'un travail déjà de reprise en main et de démolition de l'Union calédonienne. C'est déjà un travail. Mais quand on voit les noms des personnalités, et plus particulièrement ce M. Roussillon, il faisait partie, je pense, des maîtres à penser. Lorsque Verger arrive en Nouvelle-Calédonie, sa mission, un peu plus tard avec le Valois, sa mission, c'était la démolition de l'Union calédonienne. Parce qu'à cette époque, c'était le seul parti progressiste qui portait une revendication d'autonomie, qui a été ensuite transformée en 1971 en autonomie interne, et il fallait diviser. La première division, montée par Verger, c'est quand même, je dirais, décrocher Yann Séléné. C'est le premier décrochage, c'est Yann Séléné. Et le deuxième décrochage, c'était de taper sur la partie, je dirais, plus ou moins bourgeoise de l'Union calédonienne. D'où la cassure et le clash de 1971. Donc c'était un processus. Mais avant ça, quand les lois Biot arrivent, quand les lois Biot nous tombent dessus, c'était une reprise en main de l'économie. Il y avait une reprise en main politique, mais cette reprise en main politique, elle a été tentée en 1964 par la condamnation de Lenormand et la suppression de la loi cadre, c'est-à-dire c'est un retour en arrière. Et au fil des ans, sur le problème de l'emploi, il avait fallu se battre. Il a fallu se battre, que ce soit syndicalement. On peut retrouver dans les archives à l'époque les modifications du Code du travail d'outre-mer pour permettre l'entrée de main-d'œuvre à bon marché, parce que le Code du travail d'outre-mer, dans son article 94, prévoyait des indemnités et surtout des voyages aller-retour pour les familles et surtout des indemnités d'éloignement et des logements pour les familles qui venaient travailler ici. À l'époque, les syndicats soutenus par l'Union calédonienne étaient battus contre la modification de l'article 94. Il y a eu une disposition prise, l'article 94 bis, 94 ter, qui a permis donc à la société Nickel,
à l'époque, la société nickel, de faire venir des gens à bon marché, qui contrariaient, je dirais, l'emploi local, même si l'emploi local, et plus particulièrement technique, était, je dirais, plein. C'était le plein emploi. Mais on faisait venir des contremaîtres qui auraient pu être, je dirais, produits localement. Et ensuite, il y a eu donc les périodes, la période donc 71, 84. Et là, c'était plus la déstabilisation politique, comme tu l'as expliqué, parce que 4000 à 5000 personnes rentrant dans le territoire à cette époque. Considérant à l'époque le corps électoral, la différence qu'il y avait entre l'électorat Union calédonienne et l'électorat, je dirais, de la droite, était infime. 2000 personnes, ça vous faisait basculer une majorité. Donc ça a été en permanence une recherche. Alors il est vrai, quand on lit aujourd'hui le livre de Michel Levallois, bon, ceux qui n'ont pas connu Michel Levallois et son action dans le territoire, avant de, je dirais, de se repentir, ils disent, mais ce Levallois, c'était un sacré progressiste. Ben non, Levallois, c'était le secrétaire général de Verger, et Levallois avait travaillé avec Verger comme jeune fonctionnaire. Donc, toute cette période, c'était la mise en œuvre d'une déstabilisation politique. Comme le disait José tout à l'heure, à Nainville-les-Roches, on ne reconnaît pas cet électorat. L'électorat reconnu à Nainville-les-Roches, parce que victime de l'histoire, quand on parle de victime de l'histoire, il faut savoir que ça a duré ça a été des discussions. Quand on part à Nainville-les-Roches, les indépendantistes, eux, c'était l'autodétermination uniquement pour le peuple kanak, c'est-à-dire que les autres étaient complètement exclus. Et c'est une avancée, je dirais, à Nainville-les-Roches, c'est une avancée, c'est la reconnaissance des victimes de l'histoire. Victimes de l'histoire, pourquoi? Parce que, tout simplement, que ce pays a été un pays de peuplement, et on continue sur le pays de peuplement, je crois. Et donc, ces victimes de l'histoire, ça faisait partie de quoi? Des condamnés qui étaient venus ici, qui étaient venus ici, non, qui n'étaient pas venus ici, qui ont été exilés en Calédonie, et puis les main-d'œuvre indonésiennes, japonaises, descendantes japonais, et vietnamiennes, parce que c'était les main-d'œuvre qui étaient venues un petit peu sous contrat, le système d'esclavagisme. Donc, cette période était une période importante parce que c'était une période de déstabilisation politique, je dirais, de la représentation kanak. Et ça, aujourd'hui, au moment où on parle encore, on entend des fois des voix dire « oui, mais on n'a pas le droit de voter, on aimerait bien voter », bon, sans prendre en considération qu'il y a eu un phénomène politique, un phénomène de colonisation, et puis surtout des engagements et des paroles données. À Nainville-les-Roches, il y a eu des paroles données. Ce sont les socialistes qui trahissent. Personne d'autre, que ça plaise ou que ça déplaise, si dans la salle il y a des socialistes. Il y a toute une histoire sur cette période. Et puis, il y a eu, je dirais, l'effort considérable de fait en 1988, parce que l'extension de victimes de l'histoire aux autres a été quand même importante en 1998. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'effort sur le corps électoral est venu du même côté. Je pense que là, José, on est entièrement d'accord sur le sujet. Bon, donc c'est quand même une période dont personne ne parle. C'est-à-dire que dans ce pays, Louis-José, on pourrait réécrire, tu m'entends? Tu pourrais réécrire un deuxième livre du non-dit. Il y a eu je dirais, un premier tome, pour y en avoir un deuxième. Bon, je ne fais pas la conférence à ta place, Olivier, mais il y a quand même, toute cette
partie historique et puis qui est importante, qui a été importante. Et aujourd'hui encore, il y a des sociétés, parce que l'économie de comptoir n'a pas été abolie en 1988. Je pense qu'elle s'est renforcée et aujourd'hui on va encore chercher à l'extérieur, je dirais, du monde qu'on peut trouver localement. Merci. Y a-t-il d'autres questions? C'est pas évident de passer derrière Louis-José Barbançon et Jean-Pierre Haïfa. Il faut être motivé. Pierre-Yves Lemeur. Merci beaucoup pour la conférence. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Merci aussi pour les 2 conférences annexes qui ont suivi. Donc c'était très bien aussi. Moi, j'avais une petite question. Il y a quelque chose qui me frappe en fait dans ce moment de l'histoire de la Calédonie, c'est qu'on a la mise en place de ce centre qui organise une migration à partir de 71. Ça dure 13 ans. C'est un peu plus de 4000 personnes. Alors les effets politiques sont importants, mais au fond, c'est quand même pas énorme. Même si ramené à la population calédonienne, c'est pas négligeable non plus. Et avant, au moment du boom du nickel, quand il commence, il y a une migration. Alors, vous avez dit tout à l'heure, dans les 15 000 personnes, je pensais que c'était un peu plus, mais peu importe à la limite. Encore que c'est quand même important. Mais ce qui me frappe, c'est que le moment de la migration qui n'est pas encadré par l'État est beaucoup plus efficace que le moment de la migration qui est encadré par l'État. C'est-à-dire ça se casse la gueule au moment où ça se met à être encadré. Donc je me posais un peu la question de savoir comment on peut expliquer. Alors peut-être qu'il y a une explication facile, à savoir que la migration importante, c'est le boom du nickel, et puis le centre se met en place, alors que le boom du nickel est en train de se terminer. Mais je ne sais pas, voilà, ça m'interpelle en tout cas. Ok, merci pour la question. Donc en effet, sur les études montrent qu'il y a à peu près entre 12 000 et 15 000 personnes en termes de soldes migratoires qui sont arrivés en Calédonie. On ne sait pas exactement combien il y en a qui sont partis. En tout cas, c'est le chiffre qui l'emporte, entre 12 000 et 15 000 personnes. Mais figurez-vous qu'à côté du CIPINC, il y a aussi d'autres initiatives privées. Je pense notamment à un monsieur Chabagno, qui fait venir à lui seul, dans les archives, 406 personnes. Il a créé une association qui s'appelle Aide à l'emploi d'outre-mer. Son association est basée chez lui, à son domicile, à Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et il fait venir des gens parce que voilà, il y a de la demande, etc. J'ai retrouvé aussi dans les archives le fait que la société Citra, donc la compagnie internationale de travaux, donc du groupe Schneider, elle va aussi créer une filiale Citravel, ça s'invente pas, dont le siège social est à Jakarta et qui va aussi essayer d'organiser une immigration indonésienne. Et puis la SLN, au moment du projet COFINPAC, elle recherche quelque chose qui s'apparente aussi à une structure associative qui fasse venir des personnes. Là, avec le cas du CIPINC, la différence avec le reste du flux, c'est que c'est vraiment encadré, c'est voulu, c'est financé, c'est contrôlé, etc. Donc c'est ça qui m'a paru intéressant. Mais c'est vrai que 4119 ou 113 personnes sur un échantillon estimé entre 12 et 15 000 personnes, ça fait un gros tiers. Hein. Le reste, quand même, vient de lui-même. En particulier de Wallis et Futuna, les néo-hybridés aussi beaucoup. Aux archives de la Nouvelle-Calédonie, on peut consulter les lettres échangées entre le haut-serre, M. Verger, et puis les personnes qui lui écrivent. Et il accorde énormément de visas d'entrée pour des travailleurs néo-hybridés. Voilà. Merci. Donc c'est assez difficile de parler après ces 3 personnes. Moi, 74, 72, j'étais pas née. Le problème de l'emploi local était déjà à cette époque-là. Moi, je suis née en 77. On est en 2020, 2021. En fin d'année, le 12 décembre, l'État nous dit que l'accord de Nouméa tombe. Donc, ce qui veut dire que ce problème d'emploi local, il va revenir sur scène. Olivier, tu nous fais l'historique de ça, c'est super. Mais on est maintenant, c'est un problème contemporain aussi, quoi. Donc même s'ils ont connu ça de 72 à telle année, en 2021, on revient avec le même problème. Moi, je suis à l'État, je suis fonctionnaire d'État, je me bats pour l'emploi local. Quand je vous dis que l'accord de Nouméa va tomber, c'est ce qu'ils disent tous. Ils parlent d'attractivité de la Calédonie. Donc ça, c'est pour mesurer en métropole combien d'agents veulent venir ici. Les IE, les indemnités d'éloignement, c'est toujours en vigueur. Pourtant, en Calédonie, il n'y a plus besoin. Cette indemnité n'est plus justifiée.
Donc pour les jeunes et puis les moins jeunes qui sont là aujourd'hui, il va falloir qu'on se bouge pour essayer de faire quelque chose de plus réel, qu'on arrête de nous cacher la face, de nous masquer la vérité, parce que c'est aussi ce que tu dis, Olivier. L'histoire qu'on nous dit, c'est l'histoire, mais en réalité, c'est peut-être des histoires qui sont cachées. Il va falloir qu'on soit un peu plus actifs. Alors j'espère que les jeunes qui sont là aussi, puis les plus vieux qui nous soutiennent, parce qu'ils sont toujours là heureusement, qu'on va se mettre un petit peu à travailler, et puis qu'on ne va pas rester passif à attendre que ça se passe. Merci Olivier pour ce que tu m'as appris ce soir. Bonsoir, merci Olivier pour cette super conférence. C'était très très instructif et on voit que finalement l'histoire est peut-être vouée à toujours se répéter en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu pas mal de travaux sur l'histoire politique de la Calédonie et les partis, on trouve pas mal de références dessus. Et finalement, en ouvrant le dossier de la CIPING, tu ouvres la question des associations en Nouvelle-Calédonie. En ce moment, en tout cas dans la période contemporaine, on voit qu'il y a autour des questions électorales de nombreuses associations qui sont créées. Je pense par exemple à Un cœur, une voix, je pense aussi à l'association des talents calédoniens qui est censée aller faire revenir des jeunes formés en Nouvelle-Calédonie. Et est-ce que finalement, à côté du politique, à côté de l'histoire politique, il n'y a pas une histoire associative à faire comme forme d'antichambre justement des manœuvres politiques en Nouvelle-Calédonie? On sait par exemple la contribution qu'ont pu faire les milieux comme les francs-maçons lors de le premier accord de Matignon. Et est-ce que finalement, il n'y a pas autant à dire du monde associatif en termes de politique ou d'antichambre de la politique que du monde réellement politique affiché? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il se passe plus de choses en termes de pratique dans les associations et que ça reste un point aveugle. Et est-ce qu'il n'y a pas plus à creuser de ce côté-là aujourd'hui? Là, Laurent, tu parles d'associations qui sont actives aujourd'hui. Oui, effectivement. D'accord. Hormis consulter les statuts au dépôt légal et puis de voir un peu comment elles fonctionnent, je ne sais pas comment on pourrait envisager de voir leur portée, la teneur de leurs engagements, les objectifs finaux. À un moment donné, elles déposeront des archives. J'espère qu'on n'attendra peut-être pas 30 ans pour les délais de communicabilité pour faire des investigations. Mais oui, certainement, il y a beaucoup de... Enfin, dès qu'il y a des objectifs, il y a des personnes qui veulent les mettre en pratique, qui veulent les réaliser. Après, c'est la vie d'une société insulaire avec un certain nombre de pratiques. Enfin, je ne sais pas exactement quoi te répondre, Laurent. Voilà. C'est ma question qui est mal formulée. C'est ça. Désolé. Je t'en prie. Hervé Lecrin. J'avais juste envie de vous partager un petit bout d'histoire aussi, parce qu'il se trouve que le haussaire Verger, sa femme, elle m'a pris sous son aile. C'est juste pour revenir sur le contexte. Elle m'a pris sous son aile pour me payer des cours de musique dans ces années-là. Et j'allais manger je descendais de Bourail en car, et j'allais manger chez le haussaire, là. J'avais même une chambre. Hein. Et de temps en temps, je mangeais avec eux. Plein de fourchettes, tout ça. Mais la petite chose que je voulais vous partager, juste pour reparler du contexte, c'est qu'il y avait un monte charge, et puis il y avait on faisait gling-gling, et puis voilà, c'était juste pour vous partager ça. Voilà, merci. C'est une partie de ta vie que j'ignorais, Hervé. Je suis assez surpris de savoir que tu as fréquenté les hautes sphères dans ta jeunesse. Bonsoir. Merci pour cette conférence. C'est vrai qu'on a besoin d'un éclairage sur le passé, notre passé, mais le passé récent notamment. Et c'est vrai que si on compte sur l'ouverture des archives pour
avoir une idée claire de ce qui s'est passé, eh bien, on doit attendre le temps que tu as indiqué. Et parmi les choses qui me paraissent les plus obscures, et sur lesquelles il ne faut peut-être pas attendre justement qu'il y ait une ouverture d'archives, mais que l'on puisse peut-être investiguer, que l'on puisse s'interroger, que l'on puisse interroger aussi, parce qu'on est sur du terme qui est d'une quarantaine d'années, donc il y a encore beaucoup de témoignages. Parmi les choses qui m'apparaissent les plus obscures, c'est Tiadanit. Et je veux dire que c'est important que Tiadanit soit, qu'il y ait des choses qui soient faites par rapport à ce qui s'est passé à Tiadanit, parce que on peut demain avoir des révélations qui pourront qui feront en sorte que les initiatives qui sont prises actuellement eh bien, soient vues sous un autre angle. Alors, je ne sais pas si je dois être plus précis. Il y a un projet de mettre en place sur la place des Cocotiers, sur la place de la Paix, donc, un statue qui symbolise les accords de Matignon ou d'Inno, et puis la fameuse poignée de main. Alors j'espère qu'on n'aura pas une révélation dans 30 ou 50 ans qui indiquera qu'il y avait quelque chose d'obscur qui peut remettre en cause les choses à ce moment-là. Voilà, merci. Pardon, celle-là, elle sera plus ciblée. Comment la société civile réagit à cette arrivée massive de personnes? Tu nous donnes des témoignages politiques, mais est-ce que ces gens-là, par exemple, sont discriminés? Est-ce que comment les Calédoniens réagissent en fait à ces arrivées? Alors dans la presse d'opinion qu'on a vu à un moment donné, donc toutes ces petits, ces magazines, ces feuilles renéotypées, etc. Quand on les relit aujourd'hui, on est frappé par le sentiment de, comment dire, très marqué vis-à-vis des populations qui arrivent. Il y a énormément de récits dans ces feuilles, dans ces journaux d'opinion de partis politiques, de groupuscules, etc., qui dénoncent le comportement des personnes qui arrivent. Et les articles sont pas piqués des vers, quoi. Hein. C'est très violent, c'est du face à face. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en collision. Hein. Mais en général, il y a la confrontation des différences, des différentes cultures, des différentes approches, des différentes visions des choses dans le milieu insulaire calédonien qui s'éveille un peu à la modernité, enfin une seconde modernité à cette époque-là. Après la première des années 50, les rapports sont très conflictuels. Emmanuel Chibaou. Remercier déjà Olivier pour le partage, le plaidoyer sur les archives aussi. Et, ce serait bien de lire ce qui est marqué là à la fin, parce que c'est sur la liberté d'exister dans un pays là, et de préserver sa mémoire, parce que je pense on est dans une souffrance dans notre pays aussi d'une mémoire non avouée, frustrée, comme une sorte de maladie qu'on n'ose pas avouer à son médecin qui serait la France, par exemple. Hein. Parce que le médecin aussi, il est complice de nous avoir inoculé ce mal. Je prends cet exemple parce qu'on parle de Tiadanit et puis on parle d'archives. Et aussi d'une idée un peu fantasmée il y a beaucoup de fantasmes aussi. Tu parlais tout à l'heure de la rumeur. Dans notre pays, c'est quelque chose qui est un peu dur, mais qui est réel. Et puis, le non-dit de Louis-José, là, c'est réel. Et puis, c'est propice aussi, pour le coup, à ce que ce fantasme y perdure aussi. De l'idée qu'il y a des gens qui arrivent ici, qui vont voler nos terres, voler nos emplois, etc. Et puis que finalement, on se loupait d'avoir pu créer un socle à partir des années 60, 70, de creuset calédonien. Il n'a pas eu lieu finalement, puisqu'il s'est retrouvé submergé par une autre vague de migration qui avait d'autres envies, d'autres espoirs aussi. Sur la question des archives,
sur Tiedanit, pour répondre plus spécifiquement, et sur l'histoire de la poignée de main, il y a le fantasme et puis il y a la réalité d'aller poser les questions aux gens qui ont vécu l'histoire. Et la première règle, c'est celle-là. Moi, je ne suis pas historien, je suis juste collecteur de mémoire. Et la première chose qu'on a fait quand on a parlé de Waniat, et puis de Gossana, et puis de Yves Tual, mais c'est d'aller questionner les gens. Et après, sur la souffrance, sur la part, comment dire, un peu acide que tu dévoiles sans dévoiler, c'est le fait que ça, c'est la partie officielle. Celle qui est lisible, perceptible. Puis il y a une part qui n'est pas dite, et puis qui, pourtant, dont on a senti les contre-coups, les recoups, les assauts dans les années 84. Waniat, c'est pas un fantasme, c'est réel. Les gens, ils sont morts, sans armes, et puis ils ont été jugés 2 fois, acquittés, non-lieu. On a cherché les archives, et puis on s'est retrouvé aussi dans la même contradiction là, d'impossibilité d'y accéder. Et pour autant, je vais parler de quelque chose que les familles pour le film qu'on a fait avec Dorothée Tromparan sur Au nom du père, sur l'histoire de mon père, j'avais demandé à la petite de témoigner et à M. Mitride aussi de témoigner. M. Mitride a toujours refusé et la petite a témoigné. Et aujourd'hui, ce film-là qu'on a fait à la suite de Au nom du père avec Dorothée Tromparan, il est comment dire, voilà, il est fini, mais il n'est pas prévu de le diffuser, en fait. Bah, ça, c'est première. Hein. Mais enfin, je veux dire, il y a l'histoire du fantasme, et puis il y a la réalité de la poignée de main. Quand Jean-Marie Tjibaou signe les accords de paix, il sait pertinemment ce qui s'est joué à Tiedanit, puisque la France a donné raison par 2 fois à ces personnes-là qui ont tué les 10. Et il n'a pas renoncé. Donc c'est pas parce que ça s'est passé qu'on n'a pas peur d'assumer notre histoire. Je dis, moi, personnellement, c'est parce qu'il y a la poignée de main qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a eu la guerre. Mais la poignée de main, ça n'efface rien. C'est une poignée de main pour se soutenir, pour se lever. Donc c'est un petit peu ça que je voulais dire sur l'histoire du fantasme, sur l'histoire des archives, l'impossibilité. C'est propice aussi à toutes les interprétations et à un peu les théories du complot, comme on aime bien faire ici chez nous. Donc merci au travail des historiens et puis à chacun aussi de faire la démarche, de poser les questions, ne pas avoir peur parce qu'on est petit. Et si chacun il prend sur lui d'aller poser les questions, je pense qu'il risque d'avoir des réponses. Voilà. Donc merci pour la question. Et puis moi, c'est parce que vous avez posé la question que je vous réponds. Et puis par la même occasion, je remercie le travail d'Olivier. Et puis j'espère que d'autres historiens, et puis plus jeunes, là, ils vont aussi s'engager dans cette voie-là d'ouvrir les portes. Ouvrir, il ne faut pas cacher, il faut raconter. Parce que si on parle d'écrire une nouvelle page de l'histoire, mais il faut penser que la page qu'on est en train de dire, là, mais regardez, c'est pas... Elle est cachée. On ne peut pas juste fermer un livre qu'on n'a jamais lu, qu'on a juste entendu des bruits sur la route. Il faut assumer... Voilà, je m'arrête, parce que je vais faire encore comme les 2 autres, là, qu'ils ont fait. Merci Olivier pour cette conférence, pour cet éclairage surtout. Alors moi je fais partie un petit peu de ces Calédoniens qui ont subi, on va dire, entre parenthèses, il faut toujours mettre des guillemets derrière ça, cette migration de métropolitains. À l'époque on appelait les ors. Et donc 71-72, c'est là où je commence un petit peu le collège. Et on se retrouve, pour citer un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, 1584 enfants qui arrivent, 1584 enfants de tous les âges, et on s'est retrouvé avec des collèges qui n'existaient pas.
des classes de 6e qui étaient hyper bondées. On rentrait dans des 6e de transition, à l'époque on appelait ça, parce que on se disait, bon, on va pas les mettre au certificat d'études, on sait pas quoi faire avec tous ces gosses-là, et donc on a eu un gros problème, on se retrouvait à 40 dans des classes. Et là, ça a été pour nous un gros problème, parce que je vais essayer de pas trop être tendancieux ni quoi que ce soit, mais ça a été un problème parce qu'on s'était retrouvé un petit peu perdu dans toute cette classe-là, où à la fin, en fin de compte, il faut pas oublier qu'à l'époque, c'était 14 ans. Hein, on quittait l'école, on devait quitter l'école si on n'était pas très très bon. Donc j'en faisais partie, hein, j'étais pas très bon. Donc à 14 ans, on m'a dit, ben il faut que tu ailles ailleurs. Il n'y avait rien d'ailleurs, hein, rien n'existait, pas comme maintenant où on pouvait faire autre chose. On pouvait prendre une autre voie. Là, il n'y avait pas d'autre voie. C'était la voie active et sortir de l'école. Et je suis tombé plus tard, parce que l'histoire m'intéresse de la Nouvelle-Calédonie, où à cette époque-là, c'était un Calédonien sur 4 arrivé au bac, un Kanak sur 4 arrivé au bac, et 3 à 4 métropolitains sur 5 arrivés au bac. Et c'était tout à fait cette époque, hein, c'est à part de 71 à 84, là, hein, où si on n'était pas bon à l'école, vous sortez parce qu'on n'avait pas la place. C'était aussi simple que ça, c'était pas de dire on va essayer, pas comme maintenant, peut-être que c'est peut-être différent, je sais pas, je juge pas. Mais à l'époque, c'était vous n'êtes pas assez bon, il faut libérer les bancs, quoi, parce qu'il y a trop de gosses, quoi. Et puis il n'y a pas assez d'écoles surtout. Donc on a commencé à nous mettre dans des écoles catholiques, parce qu'il fallait avoir des collèges. Donc je me rappelle, moi j'ai fait Champagnat, peut-être qu'il y en a d'autres ici aussi qui l'ont fait. Je me suis retrouvé dans un système public, dans un système privé, parce que Champagnat, on leur a sûrement demandé d'avoir des écoles mixtes. Donc on s'est retrouvé dans des écoles privées mixtes. Et c'était dans ces époques-là, 72-73, je crois que ça a commencé. Et je crois que c'est dû au fait, justement, qu'il y avait 1500. Alors, la personne disait, oui, c'est vrai, 4000 personnes, c'est pas énorme. Mais 1584 enfants qui arrivent, certes, toute cette période, mais vous mettez 300 ou 400 gosses en plus, où il n'y a pas de collège, où il n'y a pas de lycée, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et tout ça, ça a eu une grosse répercussion chez nous, parce que nous, les Calédoniens, parce que moi je suis de descendance calédonienne de 4 générations des deux côtés, on s'est retrouvés un petit peu, honnêtement, comme le Kanak, parce qu'on n'était plus pris en considération. C'était tous ces petits oiseaux, là, quand on les appelait. C'était eux qu'il fallait. Alors, on était un petit peu, on se sentait un petit peu, sous-estimés, parce que nous, aux vacances, on les passait dans les mimosas à faire des cabanes. Et ces gosses-là, ils revenaient de France, ils avaient fait des sorties en ski et tout ça, et on s'est retrouvés réellement avoir des complexes, parce que on a été étouffé un petit peu par cette migration massive de métropolitains. Enfin, ça, c'est un constat pour justement prouver au monsieur que 1584, bon, certes sur une période de 10 ans ou un peu plus, mais la plus grosse période, 71, 72, 74 jusqu'à 74, c'est énormément d'enfants qui arrivent. Et si vous mettez même à notre niveau maintenant, 300 ou 400 enfants qui arrivent en même temps, ça fait beaucoup de monde quand même. Voilà. Vous avez besoin de l'autre micro, peut-être? Non? Ça marche plus? Test. Si, ça marche. Oui, Olivier, je te remercie pour les informations que tu nous as passées et pour le temps et la recherche que tu as pu faire avec les personnes qui t'ont aidé sur ce sujet. Ma question, elle est pas vraiment sur le fond, mais plutôt sur la manière de faire. La plupart des diapos et des images que tu as envoyées, pour moi, dénotent en fait une façon de faire, une communication de faire. Et c'était justement de te poser la question, comme par exemple sur le dernier diapo, tu termines en fait la phrase parce qu'un pays libre n'a pas peur de son passé.
Et la phrase qui suit après, tu ne la dis pas. Et je voulais voir avec toi, et je pense que M. Barbanson l'avait dit juste tout à l'heure par rapport à la passion, quelle est la communication en fait d'un historien par rapport à ce sujet qui est sensible? Voilà. Comment on communique à partir d'un sujet sensible? La meilleure communication, c'est de penser qu'il n'est pas sensible, en fait. C'est-à-dire que... tout dépend de la manière dont on aborde les choses. Mais il n'y a pas de sujet sensible ou tabou. Il y a des sujets, il y a des segments à étudier, il y a des morceaux d'histoire à comprendre. Et puis on se plonge dedans. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment le hasard qui m'a fait rentrer en contact avec la quinzaine de cartons concernant cette association qui avait certainement échappé, qui était destinée peut-être à être détruite, je ne sais pas, et qui ont été versés par le ministère des Dom-Tom. Mais c'est vraiment le fruit du hasard. Si vous tapez dans Google CIPENC, je crois qu'il y a 3 ou 4 occurrences seulement, dans Google. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement... qui sort un peu des sentiers battus. Mais c'est d'autant plus intéressant que dans les papiers du CIPENC, alors il y a plein de choses encore à faire, puisque figurez-vous qu'il y a 10 000 courriers. C'est-à-dire que le secrétariat du CIPENC, elle a envoyé 10 000 réponses à des demandes d'information de personnes qui étaient potentiellement intéressées par être recrutées et travailler en Calédonie. Et donc on a le double de tous ces courriers. Ils sont classés, vous avez le nom des personnes, les adresses, etc. Donc il y a tout un travail encore de classification, de recherche à faire. Et puis les quelques courriers que j'ai pu lire, il y a des noms intéressants, parce qu'il y a des gens qui ont eu des trajectoires très particulières ensuite en Nouvelle-Calédonie, qui ont créé des partis politiques, certainement à l'opposé de ce que pensait Roussillon des gens qui y venaient, quoi. Et donc c'est très très instructif. Très instructif. Mais donc il y a tout un travail de recherche encore à faire. Et faire ces recherches-là, c'est vraiment passionnant, quoi. Comment dire, je vous ai parlé de la passion tout à l'heure, c'est que on est tout le temps à découvrir des choses qui sortent de l'ordinaire. On arrive à préciser des choses qui nous paraissaient lointaines, troubles, nébuleuses, et d'un coup, elles se révèlent à nous. Où l'idée qu'on en avait d'elle, est complètement modifiée. Alors, s'imposent ensuite les adjectifs que vous utilisez pour qualifier cette période, ou les thématiques, ou les choses que vous allez découvrir. Et on est toujours agréablement surpris, parce que on est complètement dans une remise en question totale. Et c'est la révision qui l'emporte. Ce que j'ai dit ce soir, si je continue à aller chercher aux archives à Paris, peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, je vais dire des choses différentes. Il ne faut pas avoir peur de la révision en histoire. Ce qu'il faut avoir peur, c'est de la négation. Voilà. Merci. Désolée, je suis un peu stressée, mais je me demandais, du coup, cette politique d'immigration, est-ce que vous pensez, qui a été faite du coup en Calédonie, est-ce que vous pensez que ça a eu un rapport avec le fait que la Calédonie était une colonie de peuplement, ou est-ce qu'à cette époque, la France elle a essayé de faire la même chose dans ses autres colonies, ou ça a juste été en Calédonie? Alors ce que j'en sais, c'est qu'en Corse, à la même période, il y a tout un vaste plan d'installation et de construction pour développer l'hôtellerie et le tourisme. Et dans les quelques rares livres qui évoquent cette période rédigée par des Corses, par des auteurs, des historiens corses, il y a beaucoup d'informations. Et l'idée, c'est de faire venir 200 000 touristes en Corse dans les années 70, avec toujours cette volonté derrière quelque part de rééquilibrer en déséquilibrant, ou parfois même de provoquer la noyade démocratique. Et je sais que ça a eu lieu en Corse. Voilà, mais ça demanderait à être mis aussi en parallèle de ça.
Tout comme M. Roussillon, quand il est président du syndicat des communes riveraines de la Dordogne, parce qu'il est maire d'une petite commune en Dordogne, ben figurez-vous que dans les années 70, il va faire venir 200 familles de Portugais s'installer en Dordogne. Donc vous voyez, il y a quand même un background derrière assez important. Ouais. Voilà. Olivier, merci beaucoup pour cet éclairage. Moi, au début des années 70, j'étais petit garçon, avec un grand-père qui était syndicaliste, ancienne Union calédonienne. Et je me souviens très bien de la rage qu'il avait à cette époque-là. Ce qu'on appelle aujourd'hui les caldoches, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, ce phénomène-là, les gens qui arrivaient, ils les appelaient, dans les discussions le soir, les envahisseurs. Et ce terme-là, ce n'était pas le terme qui était utilisé par les Kanaks. C'était le terme qui était utilisé par les Blancs. Et le drame de notre histoire, c'est que la montée de la revendication identitaire, de reconnaissance et indépendantiste des années 70 et du début des années 80, a en fait fait basculer toute une partie de ces gens qui voyaient les nouveaux arrivants comme des envahisseurs, eh bien, quelque part, à devoir, c'est quoi le bon terme, pactiser, dans le contexte particulier de la guerre civile des années 80. Et en fait, notre histoire, elle n'arrive pas d'avoir des vagues qui montent et puis qui descendent, mais elle a aussi une extraordinaire capacité à apaiser les frustrations, à apaiser les douleurs et à savoir aller au-delà. Et la société calédonienne, elle a réussi à intégrer ces envahisseurs. Elle ne les a pas rejetés. Et c'est probablement une des facettes de notre société multiculturelle qui est aujourd'hui le plus à valoriser. Merci. Bonsoir. Merci pour votre conférence qui était très intéressante. Alors moi j'ai deux questions. Je sais pas. Depuis tout à l'heure quand j'entends votre conférence, tout de suite ça me fait penser à comment un pays colonise un autre. Parce qu'il s'appuie sur des entreprises. Et dans votre graphique, tout à l'heure, j'ai repéré par exemple, la Suez. On voit que c'est les années 1800, quoi, 50. Et la question, c'est, en fait, c'est des pratiques. C'est des pratiques qui existent, quoi, sauf que ça sert dans un moment donné. Enfin, en écoutant votre conférence, ça m'a fait penser à tout ça. Et puis l'autre question, c'est pas l'autre question, je ne sais pas si on peut appeler ça une question, mais est-ce qu'il y a un lien, enfin c'est peut-être par rapport à ce qui s'est passé en Algérie? Est-ce que c'est ce groupe de personnes qui est aux manettes du pouvoir, est-ce que ce n'est pas un réseau en lien avec ce qui s'est passé en Algérie? Voilà, c'était... Enfin, je ne sais pas, c'est des questions ou... Enfin, moi, ça m'a fait penser à tout ça, quoi. Merci. Merci, madame. Ce qui s'est passé en Algérie, à quelle époque, au moment de la colonisation de l'Algérie? Ou un peu plus tard? À l'indépendance de l'Algérie? Dans le micro. D'accord. En ce qui concerne la colonie de peuplement, c'est vrai que dans l'histoire coloniale de la France, il y a deux territoires qui ont mis en œuvre une politique de peuplement. Il y a l'Algérie, en effet, et puis il y a la Nouvelle-Calédonie. L'histoire du CIPINC, c'est l'une des étapes, l'une des manifestations de ces volontés régulières d'un apport de population extérieure, pour diverses raisons.
Il y a un certain nombre d'années, c'était pour exploiter le café, pour la canne à sucre, pour bannir des personnes loin des yeux, loin du cœur, etc., etc. Et puis il y a aussi des Algériens qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont arrivées ici dans le sillage de la déportation politique en Algérie, qui ont aussi aujourd'hui contribué au melting pot et au creuset calédonien. Mais là, avec le CIPINC, c'est complètement quelque chose de complètement différent. Je l'ai déjà à maintes reprises expliqué. Ensuite, pour le rôle des entreprises, à maintes reprises, les archives montrent que le CIPINC essaye de cadrer les entreprises privées. Sinon, elle ferait un certain nombre de choses qui échapperaient complètement au respect des règles, des réglementations et de la loi, et en particulier du Code du travail outre-mer. Et donc, là, on peut aussi envisager le CIPINC comme une structure associative qui a mis des garde-fous par rapport à des pratiques peut-être qui auraient été nuisibles dans l'immédiat. Donc, il y a toujours, tout dépend de la manière dont on voit les choses, il y a toujours du bon et du mauvais en toute chose. À nous d'extraire le nectar. Voilà. Du coup, bonsoir. Merci pour la conférence, Olivier. Moi, c'est pour partager une sensation qui est un peu amère dans un pays où on est en train de construire une société. On est en train la conférence nous dit à la fin que on nous refuse qu'on écrive notre histoire contemporaine et ensuite qu'on se l'approprie, parce que si elle n'est pas écrite, ça veut dire qu'elle n'ira pas dans les livres qui seront enseignés à nos enfants et qui, eux, auront à construire le pays de demain. Et donc du coup, là, c'est ce qui a marqué là sur la dernière citation. Là. Ça me laisse un peu... Enfin, je ressors de là et puis je suis un peu triste. Et puis, c'est pas bon d'être triste, c'est sentiment de... Je dis pas ça pour les vieux, mais bon, c'est un sentiment un peu... Pour les jeunes, c'est bizarre d'être triste. Et cette conférence me rend un peu triste de savoir qu'il y a des choses qu'on ne saura pas et qu'on se construit en fait avec des choses qui sont passées sous silence. Et ouais, voilà, je voulais partager ce petit sentiment de tristesse, même si c'était pas ton intention de nous faire partir de là triste un jour de semaine. Olivier, qu'est-ce que tu peux faire pour remonter le moral de Louane? Tu as 2 minutes chrono. C'est Hervé qui va chanter. Louane, les classifications de certains documents, c'est bien compris pour souvent, en tout cas en ce qui concerne ceux qui se sont déroulés pendant la guerre civile en Nouvelle-Calédonie, c'est pour protéger les vivants. Et pas forcément ceux qui sont morts, parce qu'eux, ils n'ont plus à être protégés. Et c'est tout l'enjeu de la déclassification de certaines archives. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que les délais de communicabilité ils sont aussi longs, parce qu'il y a des gens qui sont encore vivants, qui ont fait des choses, et ils ont des enfants, ils ont peut-être des petits-enfants aussi, et puis ils portent un nom, et puis on sait très bien ici en Calédonie qui a fait quoi, ou qui n'a pas fait quoi. Et en ce qui concerne le segment certainement le plus sensible de notre histoire contemporaine, donc celui des événements, enfin, que l'acceptation générale qualifie d'événement, mais qui est aujourd'hui transformé en... Je pense qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde pour que ça soit une guerre civile. Le travail des historiens qui ont travaillé sur la notice 24 dans l'atlas de la Nouvelle-Calédonie, la dernière mouture, ont fait tout un travail là-dessus. Ça a donné lieu à beaucoup de recherches
Et aujourd'hui, on est en mesure de proposer une liste complète des personnes qui sont décédées dans des affrontements armés directs pendant cette période-là. Mais c'est vrai qu'il reste un goût amer dans la mesure où il y a encore des informations qui nous manquent. Et quand on est épris de justice et de vérité, le goût amer, il est puissamment, il reste puissamment sur la conscience. Mais moi, j'ai bon espoir qu'un jour, dans notre pays, un groupe d'historiens se regroupe et fasse des démarches au niveau de ceux qui ont la capacité de pouvoir nous permettre de regarder en face notre histoire. Monsieur Regnault, il a réussi ce pari incroyable. Vous avez vu la phrase de Pouvana, avant de mourir. Et 59 ans après ce procès complètement inique, il a été réhabilité. Le problème, c'est qu'il était déjà décédé. Et en Calédonie, il y a un certain nombre d'archives qu'il est possible. J'ai fait la liste. Hein. On a la liste des archives, on a les thématiques qui sont dans les archives qui sont classifiées. La loi permet au Premier ministre, par exemple, d'autoriser ce qu'on appelle des consultations administratives pour un dossier, pour un projet, pour éclairer un certain nombre d'informations. Donc, il y a des outils pour ça. Et puis, il y a une volonté aussi. Et cette volonté-là, elle ne peut être que politique. Alors, si M. Macron a permis à M. Duclerc de pouvoir consulter un certain nombre d'archives sur le Rwanda, je pense qu'il est possible aussi de pouvoir consulter un certain nombre d'archives sur la Calédonie. Après, il faut assumer. Pas assumer un petit morceau. Tout assumer. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais c'est aussi peut-être l'indication d'une société mature par rapport à son passé. Mais c'est difficile parce que j'ai l'impression que beaucoup sont, pas tous, mais beaucoup sont encore immatures par rapport à notre futur. Et si on est immature par rapport à demain, comment on peut être mature par rapport à hier? Donc il y a une sorte de... Il faut trouver un système pour s'accorder sur la deux visions. Celle qui est rétrospective et puis la prospective. Tout en sachant que la réalité a toujours été le cimetière de la prospective. Voilà, merci. Bien, je crois que ce sera les mots de la fin. Tu parlais d'immaturité. Je pense que cette immaturité, elle peut être réduite dans certains lieux de culture. Alors évidemment, je vais militer pour mon propre établissement et en particulier pour la médiathèque, puisque on a parlé d'écrit, mais il y a aussi toute la collecte du patrimoine oral. Emmanuel Chibaou qui est présent, et là on sait quelque chose. Hein. Donc le centre se base sur ces deux terrains-là. On accumule toutes sortes de supports qui concernent l'histoire du pays et au-delà du pays, le Pacifique, parce que c'est bien aussi de regarder un petit peu ce qui se passe chez nos voisins. Et il y a toute cette collecte du patrimoine oral qui est disponible sur la même adresse que j'ai indiquée tout à l'heure, w3.adck.nc, catalogue de la médiathèque et publications multimédia. On retrouve ces collectes-là, toutes les conférences que j'ai évoquées. Il y en a plus de 200 de toutes ces dernières années, y compris par des gens qui étaient présents dans cette salle, dont certains se cachent sous des capuches d'ailleurs. Donc je vous invite à consulter activement ce catalogue, parce qu'on est aussi à la frontière de l'archive. Il y a bien d'autres documents iconographiques, audiovisuels qui sont disponibles. Ça, c'était pour la partie VRP. Et puis je voulais signaler que la semaine prochaine, vous êtes de nouveau les bienvenus pour une projection cette fois-ci. Il s'agira du film australien Measure for Measure, donc même heure, même punition, jeudi prochain, 18h15. Merci à vous tous et à bientôt.